Bienvenue sur Info 24 Direct, votre chaîne YouTube dédiée à l'actualité politique au Togo. Chaque jour, nous vous plongeons au cœur des événements qui façonnent le pays. Élections, réformes, débats et enjeux citoyens. Nos reportages, interviews et analyses vous offrent un regard éclairé sur la démocratie et la gouvernance. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Moi, mais bon, j'ai passé l'an 2024 à regarder les réformes qui se mettaient en place, la réforme constitutionnelle, avec tout ce que j'ai fait comme opposition à ce système. Et donc la menuiserie était mon plan B. Mais pourquoi la menuiserie? Parce que c'est un des plus vieux métiers du monde. Je rappelle que Joseph et Jésus étaient comme charpentiers. Peut-être que je marche dans les pas de Jésus. Parce que dans notre pays où quand tu n'as pas de maison, tu n'es pas un homme, il y aura toujours des portes à fabriquer, il y aura toujours des fauteuils à fabriquer, il y aura toujours des lits à fabriquer. Donc, quand je regarde en tant qu'entrepreneur ou bien serial entrepreneur, quand je regarde la société, je me rends compte que l'un des métiers qui peut être permanent jusqu'à même mon dernier souffle, c'est la menuiserie, tant que vous avez de grosses machines et tant que vous avez des menuisiers. Donc aujourd'hui, on a une menuiserie, comme je dis, qui emploie 22 personnes, qui fait de la menuiserie bois. On a de très beaux meubles en bois, Iroko, Lengue, Tech, et qui fait de la menuiserie laminée, hein, comme ce que vous avez sur cette table-là, donc ce que les gens appellent mélaminé, et qui fait de la menuiserie aluminium. Hein, aujourd'hui, nous faisons des grands meubles avec des grandes baies en aluminium et qui tout récemment a commencé à faire de la menuiserie, de la soudure. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre tout ce qui est travaux supplémentaires dans une maison, le met en chantier parce que les particuliers construisent. Et donc, nous voulons être la réponse à toutes ces personnes qui ont besoin de portes, de fenêtres, de lits et de grands portails pour leur chantier. Voilà ce que nous faisons. Oui, Djeritama qui est dans la menuiserie, Djeritama c'est un militaire, Djeritama c'est un acteur politique, Djeritama c'est un écrivain, mais pour ce qui est de la menuiserie, est-ce que vous l'avez appris ou soit vous employez des menuisiers, vous êtes un patron? En fait, je pense que c'est un abus de langage. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir manqué de respect à des menuisiers dont certains passent 4 ou 5 ans de formation. Aujourd'hui, je suis patron d'une entreprise de menuiserie. Voilà, par abus de langage, je dis menuisier, et ça m'arrange bien. Mais non, je ne vais pas manquer de respect à tous ceux qui font 4, 5, 6 ans pour apprendre un métier qui est noble, qui est difficile, et me faire passer pour un menuisier. Non, je suis directeur d'une société spécialisée dans les métiers de la menuiserie. Est-ce que vous plaisez là dans les ateliers? Ah non, je prends mon pied. Vous savez, la menuiserie, c'est un art. En fait, les bénisteries, c'est un art. C'est vous créez quelque chose, vous prenez, parfois je me réunis avec mes menuisiers, on dit on va préparer ça, vous faites un croquis. Maintenant, je me suis associé même à un modéliste qui fait les plans 3D. Donc, vous faites un croquis, ça passe en plan 3D et du plan 3D, ça se réalise. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois à chacune de nos créations, j'ai l'impression d'avoir, c'est-à-dire que je suis comme un créateur, quoi. C'est-à-dire que chaque week-end, je regarde nos créations, je suis épanoui. Vous avez présenté dans mes mystiques casquettes, la casquette d'écrivain, c'est la même chose. Quand vous êtes un écrivain, vous créez un univers. La plupart du temps fictif. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, l'univers que vous créez, donc les meubles que nous créons, ils sont physiques, on les voit. Et la plus grande consécration, c'est quand vous rencontrez un de vos clients qui vous dit « Ah non, mais écoutez, votre lit, votre table, votre porte, elle est merveilleuse, je veux encore en prendre une. » Donc non, je pense que je ne souhaiterais pas que beaucoup de personnes rentrent dans la menuiserie pour me faire concurrence. Mais là, je prends mon pied, je prends mon pied mais entièrement. Nous reviendrons sans doute sur ce que vous faites maintenant, la menuiserie, là où se situe votre atelier, ce que vous proposez à votre clientèle, et si ça tente à certains de passer vous voir. Nous en parlerons dans un instant, mais on sait que vous avez passé une bonne partie de votre vie sur la scène politique. C'est d'ailleurs là, oui, qu'on vous a vu, qu'on vous a connu directement. Est-ce qu'on regrette un peu? Est-ce que ça manque un peu quand on est là, on a passé autant de temps et puis après, un jour, on décide
de prendre du recul. Est-ce que ça vous manque, la scène? La scène politique me manque, oui, bien sûr. Écoutez, moi je suis un vrai passionné. Je suis peut-être l'un des plus passionnés de la politique. Mais est-ce que je regrette? Non. Parce qu'au fait, tout ce qui s'est passé depuis le 13 avril, ou non pas le 13 avril, le 13 mai où j'ai annoncé officiellement mon départ de la politique, au fait, tout ce qui se passe depuis me confirme que j'avais raison de partir. Donc, pas de regret, parce que si par exemple le paysage avait changé, si le paradigme avait changé, je dirais, ah oui, mais bon, je suis peut-être parti un peu trop tôt. Mais tout ce qui se passe depuis que je suis parti me confirme dans les hypothèses que j'avais posées et me rassure quant au choix que j'ai fait à cette époque-là. Donc, oui, la politique me manque, mais je ne regrette pas d'être parti. Vous avez été président de parti politique, président également de groupe parlementaire député à l'Assemblée nationale. Et puis cette semaine, vous avez semblé ironiser sur la vie de l'être humain en évoquant votre cas. Vous êtes devenu patron d'une entreprise qui fabrique les meubles. Et puis vous avez aussi évoqué le cas de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, importante personnalité de la République, devenue maire. Vous avez ajouté maire d'une bourgade. En réalité, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, enfin, vous savez... En 15 ans, je n'ai pas changé d'un iota, j'ai toujours été plus ou moins provocateur. Nos relations avec mon ancienne présidente à l'Assemblée nationale ont été exécrables. Pas très bon du tout. J'en parlais pas parce qu'on a de toute façon un devoir de réserve. Bon, si j'avais continué peut-être la politique, j'aurais pu en parler juste au lendemain, mais après comme je suis parti. Et... en fait, vous savez, il y a une chanteuse ivoirienne, je ne vais pas donner son nom, qui a fait sortir une chanson qui dit « Tout laisse ». Le sens de mon propos, c'était de dire que, écoutez, un jour, on peut être au plus haut et le lendemain se retrouver au plus bas. Le Pelé est l'une des préfectures les moins peuplées du Togo. Elle est avec le Bafilo et Danyi. Les trois préfectures les moins peuplées, c'est pour ça que je vous parle de bourgade. Donc oui, on peut être deuxième personnalité du pays et se retrouver subitement maire d'une bourgade. Ça fait partie des choses de la vie. C'est pas forcément moqueur, mais c'est d'expliquer que cette vie-là nous réserve énormément de surprises, qu'un matin on peut être en haut et le lendemain être en bas, puisque de toute façon je mets aussi le lien avec, on peut être, comme je l'ai précisé dans le propos, on peut être président d'un groupe parlementaire, donc avec plus ou moins un rang de secrétaire d'État ou d'un ministre, et se retrouver menuisier 2 ans plus tard. Ça fait partie des aléas et des vicissitudes de la vie, bien entendu. Ce que vous voulez dire en réalité, c'est qu'on peut être puissant un temps et être par la suite moins puissant. Bien sûr. Mais on a l'impression qu'en Afrique notamment, et ailleurs aussi dans le monde, peu de personnes, notamment des acteurs politiques, sont conscients de cette réalité-là. Parce qu'en réalité, quand les gens sont en haut, ils refusent de se rappeler qu'ils étaient en bas avant. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une sorte de satisfaction, même je ne veux pas dire de jubilation quand on est en haut, qu'on oublie. Je peux vous dire que, sans jamais rentrer dans les détails, qu'on a parfois été traité pendant nos 5 ans là d'une façon désagréable. Où on se dit, écoutez, normalement nous sommes des hommes, quelqu'un peut avoir du pouvoir, mais tenu compte du fait que, voilà, nous sommes d'abord a priori des députés. Mais voilà, je pense que ce genre de situation, ce n'est pas forcément un désaveu, mais il n'en reste pas moins que c'est très rare dans nos pays, quand on est monté très haut, d'accepter le principe qu'on descendra. Et on finit par descendre. Encore que là, ce n'est pas un problème. On a vu des anciens ministres exilés ne se contenter parfois de 1000 francs ou de peu pour vivre. On a vu des anciens ministres chauffeurs de taxi. Donc, c'est que dans ce monde-là, il faut tout le temps se rappeler qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et que quand on est monté, en règle générale, de toute façon, quand on est monté, on ne peut que descendre. Mais quand on prend votre cas personnel, vous étiez monté là et sur les médias, on vous écoutait, président du groupe parlementaire. Et puis en ce moment-là, qu'est-ce qui vous passait dans votre tête? Vous pensez peut-être que vous resteriez, vous allez monter plus, ou qu'un jour vous descendriez? Moi, je suis l'antithèse de ça. Vous avez été député, je faisais du vélo dans Lomé. J'allais à l'Assemblée nationale à vélo. Je faisais des randonnées, parfois même torse nu. Moi, je ne me suis jamais pris la tête. Parce qu'en réalité, ce qu'on est dans notre tête.
Le reste, ce n'est que de l'enfumage ou bien de l'habillage. Donc oui, moi, fondamentalement, je n'ai pas changé de rythme de vie. J'ai été motard, je faisais des balades avec mes potes motards. Donc moi, je n'ai jamais pensé que avoir une fonction devait changer notre façon de vivre au quotidien. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes, malheureusement. Moi, non, moi, ça m'a... La preuve, c'est que c'est moi qui ai décidé volontairement de partir. Peut-être que si tu n'étais pas parti et que si je ne m'étais pas opposé à certaines choses, je serais peut-être sénateur comme beaucoup de mes anciens collègues le sont aujourd'hui. C'est vrai que vous avez décidé de partir, vous avez écrit que vous partiez, mais quelque part, ça, vous n'avez pas été forcé un peu. Non, je vais vous faire une confidence. Depuis que je suis en politique, personne ne m'a jamais menacé. Personne ne m'a jamais envoyé un message dur ou quoi que ce soit. Même pendant cette période où j'étais j'ai dénoncé certaines choses pour partir. C'est un choix personnel, personne ne m'a conseillé. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait une analyse de mon engagement de 15 ans en politique, des implications que la Ve République avait pour moi, mon engagement politique, et j'ai considéré que je n'ai plus ma place dans cette Ve République, et c'est parti. Donc, je n'ai pas été forcé, je n'ai pas été contraint. La seule chose qui m'a contraint, c'est la Ve République. Vous avez été forcé à partir parce qu'il y avait la Ve République qui se profilait. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à cette République? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus possibilité. Si on prend notre histoire, où depuis 1994, il n'y a qu'un seul parti politique qui a gagné les élections, où en 2024, on se retrouve avec un parti politique qui prend 98% des sièges à l'Assemblée nationale, où il n'y a plus d'élections présidentielles. Donc logiquement, quand on mettait bout à bout tous ces raisonnements-là, c'est que la possibilité qu'il y ait une alternance politique à travers les élections est quasiment aujourd'hui, et cette probabilité est proche de zéro. Alors que quand vous engagez en politique, votre envie, c'est de devenir un jour président. Donc si vous êtes dans un système politique qui annihile cette possibilité-là et qui, alors que vous avez mis, je parle de moi, pour les élections de 1994, tous les moyens, alors que vous avez pendant 5 ans été l'un des politiciens les plus, on va dire, ouverts, alors que vous avez pris plus de la moitié de vos émoluments de l'Assemblée pour faire des actions sociales dans votre préfecture, alors que vous avez fait une belle campagne qui a démontré quand il y avait une sérieuse mobilisation, quand vous prenez tout ça, vous dites, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, si on reste dans la façon dont les élections sont organisées en 2024, le parti au pouvoir va rester au pouvoir pendant le plus longtemps possible. Donc ça ne sert à rien, tout simplement. C'est un raisonnement même pure logique, hein, c'est même pas des élucubrations, c'est de la logique, c'est du syllogisme. Si ça et donne ça, donc ce qu'on aura demain, ce sera permanent. C'est des gens peut-être qui m'écoutent vont dire mais vous êtes pessimiste, mais non, moi c'est pas... Oui, mais en même temps, quand on vous écoute, on a l'impression que vous découvrez ce que vous êtes en train de dire là. À un moment donné... Parce que nous avons fait une belle modification constitutionnelle en 2019 qui donnait des garanties d'abord à tout président sortant, qui réglait les deux grands contentieux qu'on a eu dans notre pays pendant une trentaine d'années, à savoir les élections à 2 tours et la limitation de mandat. Et donc, par rapport à cela, pour moi, je pensais que j'étais mission accomplie. C'est-à-dire que c'est la même législation qui a fait une très belle révision constitutionnelle le 15 mai et qui, à la fin de son mandat, même à l'expiration de son mandat, a décidé de mettre en place une constitution. Elle est légale à partir du moment où elle a été validée par la Cour constitutionnelle. Moi, je suis un légaliste, vous savez comment je fonctionne. Mais à partir de ce moment-là, chacun qui les conclusions de son engagement politique. Mais la question que j'allais vous poser, c'est de savoir qu'à un moment donné, on avait l'impression, ou même pas une impression, c'est ce que le constat qu'on faisait. Vous, les centristes, par exemple, vous étiez globalement en phase avec le parti au pouvoir. Non, du tout. Moi, je rappelle quand même que j'ai fait 39 interpellations à l'Assemblée nationale. J'ai voté contre un certain nombre de lois, y compris donc la loi constitutionnelle. Le vrai problème, c'est que le centrisme ne s'oppose pas souvent au parti au pouvoir, ce qui est pourtant toute fois que les centristes s'opposent au parti au pouvoir, on dit bof, de toute façon ils font semblant. Mais le centrisme s'est retrouvé dans notre pays s'opposer à ceux qui ont des positions radicales.
C'est-à-dire qu'en réalité, pendant longtemps, les deux bords politiques qu'on avait dans notre pays, c'était ceux qui voulaient que ceux qui sont au pouvoir dégagent entièrement, et ceux qui étaient au pouvoir qui disaient nous on ne bouge pas. Donc nous les centristes, on arrivait, on dit écoutez, on peut trouver un compromis pour faire que qu'on ne dégage pas tout, mais qu'on ne garde pas la situation et le statu quo. Et dès que tu dis oui mais dans notre pays, parce qu'on a habitué les militants pour ça, dès que tu dis oui mais, on dit tu es vendu. C'est dommage, mais bon, moi quand on prend tout mon engagement politique pendant les 15 ans, à aucun moment, et je mets à défi toute personne de me prouver le contraire, à aucun moment nous avons appelé à voter le parti au pouvoir. Jamais. Jamais. C'est-à-dire qu'on a trouvé des opposants qui avaient, je ne veux pas donner de nom, parfois appelé à voter le parti au pouvoir et qui sont revenus avoir une nouvelle virginité, alors que nous, on ne l'a jamais fait. Jamais on a appelé. Même les fois où on n'est pas allé aux élections, comme en 2020, on a dit à nos militants, votez pour les autres candidats de l'opposition. Mais maintenant, ce que je dis, c'est que le centrisme, peut-être qu'il n'est pas adapté à notre pays, mais quand on dit que quelqu'un est centriste, on dit non, il n'est pas centriste, il mange. Avec le recul, est-ce que vous avez l'impression que le centrisme est adapté à notre pays? Oui, le centrisme est la seule chose qui fait sortir qui va sortir le Togo de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, ce qui bloque le centrisme, c'est la prédation du pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. Sinon, on ne peut pas, par exemple, dire on va venir au pouvoir et balayer tout ce qui était là avant. Sachant que parmi les gens qui étaient avant, vous avez des gens qui sont dans l'administration, qui n'ont apparemment pas de casquette politique, mais nous savons que dans nos pays, quand tu es dans l'administration, que tu es où tu n'as pas de casquette politique, il faut monter patte blanche. Donc, on ne peut pas dire on va tout raser. Maintenant, l'ennui, c'est que ceux qui sont là disent nous on prend tout, comme on l'a fait à la vie en 2024, on prend tout 98% de l'Assemblée nationale dans un pays qui a plus de 50% de taux de pauvreté, on prend tout et on ne donne rien à personne. Donc à partir de ce mois-là, le centrisme n'existe plus. Même l'opposition, entre guillemets, radicale n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition au Togo, malheureusement. Mais vous voulez dire que là, on est revenu aux années 80 un peu? Oui, on est revenu aux années 80. La première élection multipartite au Togo, c'était en 1994. Organisée par qui? Par le ministère de l'Intérieur. Et à l'issue de cette élection, le parti au pouvoir avait 36 sièges, le CAR avait 35 et l'UTD en avait 6. Et c'était une élection organisée par le ministère de l'Intérieur. C'est la dernière fois que l'opposition a eu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit, c'est pour ça que je dis la dernière élection à laquelle l'opposition a existé, c'était celle de 94. Après, c'est fini. Mais on avait encore de bonnes belles proportions, 30%, 33 députés, ainsi de suite. Et ça, c'est parti en fondant. Aujourd'hui, on a à peine 5 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale sur 113, alors qu'autrefois, c'était 81. Intéressons-nous un peu au centrisme, puisque c'est à ce courant que vous avez appartenu. Vous avez formé avec le PDP un groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que depuis, vous avez continué par entraîner des rapports ou pas avec vos amis du PDP? Non, il y a eu un schisme qui s'est fait lors de cette révision constitutionnelle. Le PDP a participé et est signataire de cette révision constitutionnelle, des initiateurs de la révision constitutionnelle. Nous n'étions pas au courant d'ailleurs. Et donc, nous avons toujours été opposés à cette révision constitutionnelle. Donc, nos chemins sont séparés. Bon, maintenant, après, moi, je ne suis plus politicien. Donc, mais je reste quand même, je conserve quand même des relations d'amitié avec le président. On se connaissait avant que on ne rentre tous les deux en politique. Donc, voilà. Mais sur le plan idéologique, les choses se sont rapidement dégradées lors du vote de cette loi. Revenons un peu à votre parti aussi. C'est vous qui avez fondé le nouvel engagement politique. En réalité, ce parti... Donc, oui, nouvel engagement togolais. Le nouvel engagement togolais, le NET. Et ce parti, c'est votre image. C'est votre image qui est collée à ce parti. Vous avez été... oui, éjecté. Non, pas éjecté, non. Vous avez été... je sais pas, remplacé. Non, du tout. Pas été remplacé. Vous avez été forcé à partir. Non, du tout. Je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer. Mon départ de la politique, c'est le 13 mai 2024.
Donc je dis je pars. Avant de dire je pars, je réunis tout le monde en disant bah, écoutez, d'un côté, j'avais fini mes 2 mandats, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, moi je veux quitter la scène politique. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je n'ai pas eu, c'est l'un des gros problèmes, vous savez, le CAR a traversé le même problème, l'UFC a traversé le même problème, c'est le problème de la relève. En réalité, le vrai problème qu'on a eu, c'est que quand je dis que je pars, je ne trouve personne qui ouvertement dit je vais être candidat, sauf une seule personne, M. Jules Lamine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'en réalité, il y a une crise de succession. Et cette crise de succession-là, ben, il y a eu un camp qui était supposé donc être le camp fidèle, et il y a un autre camp qui était donc le camp comme un contestataire, qui a utilisé de très mauvais moyens pour venir à sa fin, puisqu'il s'est retrouvé être soutenu par le pouvoir. Mais moi, à aucun moment, j'ai l'envie de revenir. Quand je dis que je pars, je pars. Le seul truc, c'est que quand je dis que je pars, il devait organiser un congrès au mois de juin pour annoncer celui qui devait prendre la relève. Ils ne l'ont pas organisé, ils ont commencé à termoyer, à repousser. Et puis au moment, je leur ai dit, ben, faites en sorte que moi, je puisse officiellement passer le témoin à celui qui va prendre la tête. Donc c'est pour ça qu'on s'est trouvé avec deux partis. Ben, après, finalement, les 2 partis ont fait des congrès. Nous, notre congrès n'a pas été interdit. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a officiellement 2 nets normands qui ont déposé leur papier au niveau de l'Assemblée, au niveau du bureau du ministre de l'administration territoriale, sauf qu'il y a un net, celui de la contestation, qui a fait des activités sur le terrain, et il y a le NIA qui n'a absolument fait aucune activité sur le terrain. En réalité, l'arbitrage réel aurait été de voir si le net, celui qui est resté fidèle, avait décidé de faire une activité, qu'est-ce qui se passerait? Mais bon, honnêtement, c'est de l'histoire ancienne. Est-ce que de fait, le net que vous incarnez, est-ce que ce net n'est pas mort? Mais il est mort. Bah, il est mort, c'est fini. En fait, le vrai problème qu'on a dans nos partis politiques, c'est que le parti ne vit que grâce à son fondateur. C'est pour ça que je vous parlais du CAR aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le fondateur n'est plus là ou bien se met en retrait, c'est fini. Mais pourquoi, vous savez, Pierrot, on a commencé cette histoire politique, nous avons suivi depuis le début, mais diriger un parti politique, c'est budgétivore. Moi, il m'est arrivé des mois où c'était 1 million, 1,5 million par mois. Et vous faites un congrès, si vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent, c'est 10 millions. Et donc, ben, il faut avoir un peu les reins solides pour diriger un parti pendant 15 ans. Et donc, oui, aujourd'hui, le parti, et puis sans compter que je vous demanderai peut-être de vous prêter à un bel exercice, c'est de dire, vous invitez, je ne sais pas lequel des présidents, mais vous invitez celui qui pense qu'il a le titre aujourd'hui de président du net, mais invitez-le pour une émission de 2 heures de temps. Vous allez voir, il va refuser. Parce qu'il faut... Mais pourquoi vous dites ça? Non, mais il faut avoir les reins solides. Vous avez un vice-président que vous avez nommé. Souvent même parce que ben, la personne était, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qui n'est pas en mesure de vous lire un discours. Comment voulez-vous qu'il vienne faire une émission de 2 heures de temps ici? Oui, mais en fait, comment est-ce que vous l'avez nommé? Pourquoi est-ce que vous l'avez nommé vice-président? Vous le nommez vice-président parce que vous le nommez 3e vice-président, parce que vous savez qu'il est assidu, qu'il répond toujours présent, et c'est donc une sorte de récompense que vous lui faites, tout en sachant que le temps de dépasser les 2 autres vice-présidents, il faudrait que beaucoup d'eau coule sous les ponts. Voilà, donc vous faites un geste amical en disant telle personne, c'est un peu comme vous faites, c'est un peu de vice-président ayant valeur de conseiller. Tout simplement, c'est pour ça que je dis, prêtez-vous à cet exercice, dites bon. Non, mais en fait, si je veux le faire, je le ferai, mais en fait, c'est pas sur vos conseils. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il ne va pas venir. C'est juste pour vous dire qu'il ne va pas venir. Non, c'est pour. Mais là. C'est pour expliquer. Mais sérieusement, là. Oui. Vous vous moquez, là. Bah oui, je me moque. Parce qu'il s'est comporté de façon indécente. Vous savez, la trahison, c'est quelque chose que je déteste. Quand vous tirez quelqu'un de quelque part, qu'il est dans une situation, je ne vais pas encore une fois rentrer dans les détails, qu'il est dans une situation très difficile. Et c'est un monsieur que j'ai nommé à la CENI, où j'ai négocié jusqu'à ce qu'il prenne un poste de responsabilité à la CENI. Ben écoutez, quand vous prenez quelqu'un comme ça, en connaissant toutes les limites qu'il a, mais en disant, ben, je sens quand même que tu es dans une posture un peu compliquée, je vais quand même t'aider à te refaire. Mais quand la personne vous poignarde dans le dos, vous n'êtes pas content, il faut être clair. Moi, ça fait partie des gens que le jour où, bon maintenant je suis comme menuisier, hein, mais le jour où il rentre dans ma ligne de mire là, je ne dis pas ce qui va se passer. Non, mais en fait aussi, c'est quelqu'un qui écrit que c'est pas le sujet, en réalité. Mais bon, vous savez, moi je suis ouvert je réponds toujours à tous les sujets. Oui, mais on sent de la rancune là. Ben oui, je suis rancunier. Moi, vous savez, l'avantage d'être un ancien militaire de l'arme blindée cavalerie, c'est d'être toujours prêt
C'est-à-dire que si tu peux me tirer dessus, tu me tires dessus. Si tu me rates, je peux te tirer dessus et te tirer dessus. Je suis rancunier, ce mec-là, j'ai la haine contre lui. C'est clair. Vous avez dit là, oui, dans une de vos interventions il y a un instant, que vous avez l'impression, vous avez dit que il est soutenu par le pouvoir. Oui, il a fait son congrès, il y avait un peloton de gendarmerie. Oui, depuis quand vous avez vu un congrès qui a un peloton de gendarmerie qui vous encadre? Oui, mais il s'est toujours dit aussi que le net, depuis que le net a été toujours soutenu par le pouvoir. Ah ben c'est la preuve que ce n'est pas le cas. Ah ben c'est la preuve que ce n'est pas le cas. Et donc j'ai fait 5 congrès depuis 2012. Est-ce que vous avez jamais vu mais est-ce que c'est seulement sur les congrès qu'on peut juger si vous êtes soutenu ou pas? Mais regardez, par exemple, il y a un moment où à l'Assemblée nationale, il y a cette phrase qui a fait tout quand on parlait de buveur de lait. Oui. Et tout le monde avait dit à cette époque que le parti au pouvoir soutenait votre parti. Ben, il s'est excusé après, parce que, vous savez pourquoi est-ce que le monsieur a dit que je suis un buveur de lait? Parce qu'il y avait la loi sur le vote de la diaspora. Et j'ai dit, les conditions que vous mettez pour le vote de la diaspora sont tellement draconiennes que vous n'aurez personne. Ça c'est bien juste, ça c'est justifié. D'ailleurs, on a eu à peine 300 personnes. Et donc, il y a toujours des gens qui ont considéré que c'est par faveur même qu'on vous autorise à faire la politique dans notre pays. Il y a des gens qui considèrent que le simple fait, il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais vous avez été député et l'État vous a aidé à être député. La dernière fois, j'ai entendu un ministre, je ne vais pas donner son nom, stipuler que Mme Adiarabo, qui est aujourd'hui ministre, députée, qu'elle ne doit pas se plaindre parce qu'elle profite tous les mois des salaires qu'elle reçoit en tant que, comment on appelle ça, député. C'est-à-dire que le simple fait de recevoir un salaire sur un travail que vous faites, on considère que c'est une faveur. Mais qui considère comme ça? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un ministre, je ne vais pas donner son nom, vous aurez le truc, qui a dit tout récemment que Mme Adiamagbo, qui comptait des choses qui sont à l'Assemblée, par contre, elle continue à toucher son salaire. Les gens ont toujours considéré que le simple fait que nous soyons députés qui touchons un salaire à la fin de truc était une faveur. Les gens considèrent que les fonctionnaires aujourd'hui qui travaillent et qui sont payés, ben ils sont payés parce que le régime en place a une faveur pour eux. C'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit des gens. Donc moi je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un dit que j'étais buveur de lait. Bon, moi je n'aime pas le lait, c'est tchoukoutou que je bois. Il aurait dû être buveur du tchoukoutou, que ça se comprendrait. Mais il n'en reste pas moins que, bon, après on s'est expliqué, parce que je vous l'ai dit, hein. Mais c'est excusé ce que vous avez dit. Oui, pendant 13 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait publiquement? Faut lui demander. Puisque ce qui est resté, c'est quand même... Oui, mais pendant, ce que je veux dire, c'est que on conteste une loi qui est injuste. Et ce que en face, ceux pour qui on conteste, contre qui on conteste la loi, dit, ben vous êtes buveur de lait. Et au lieu que les gens s'occupent de savoir, mais en réalité, pourquoi est-ce que c'est une insulte? C'est une insulte. Au lieu que les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on insulte de cette façon? On dit, ben écoute, de toute façon, vous êtes buveur de lait. Moi, si quelqu'un m'a vu un jour boire le lait, il suffit, c'est l'avantage même peut-être même d'avoir quitté la politique, c'est qu'il suffit tout simplement de montrer le lait que j'ai bu, le jour où je l'ai bu, il y avait combien de litres, et est-ce qu'il est resté du lait sur mes lèvres ou pas? Mais quand on vous écoute, on a l'impression que vous semblez ne pas avoir de responsabilité dans tout ce qui vous est arrivé par la suite. En réalité, est-ce que c'est ça la situation? Non, ma responsabilité, c'est que je n'ai pas préparé de relève. Ça, c'est ma responsabilité. J'aurais dû pendant... Mais non, c'est pas que je n'ai pas préparé de relève. J'avais deux ou trois personnes qui, au dernier moment, sont défilées. Ma responsabilité, c'est certainement que je n'ai pas préparé de relève dans l'hypothèse du moment où je partirai. Voilà, donc ça c'est ma responsabilité. Pendant ce, autrement, Pierrot, je n'ai pas beaucoup de ressources, mais quand même j'ai près de 200 millions à peu près investis en politique pendant 15 ans, de ma poche, de mes activités. Et tous ceux qui travaillent avec moi le savent, parce que 90% des dépenses qu'on faisait dans le parti, je disais toujours aller à mon secrétariat. J'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire en entrepreneuriat, c'est de confondre la trésorerie de l'entrepreneur avec la trésorerie du parti, de mon parti. Donc ça, c'est documenté, tout le monde sait que 90% des dépenses qu'on faisait pour le parti, la plupart étant venaient de mes activités professionnelles. Donc je ne vais pas m'excuser d'avoir dépensé autant et considérer que j'ai une responsabilité. La vraie responsabilité que j'ai, c'est de ne pas préparer de relève, mais ou bien ce que les gens sur lesquels je comptais n'ont pas répondu présent, tout simplement. Depuis que vous êtes arrivé ici, il y a quand même une formule qui m'est revenue, ou une image qui m'est revenue. Quand les centristes passent par ici, ils nous parlent de 2030. En réalité, c'était pour vous une date, oui, 2030. Malheureusement, je crois que c'est cette date-là qui viendra finalement pas, qui a fait que un certain nombre d'acteurs, notamment vous êtes éloignés. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire sur votre parcours, ces 15 ans, vous aviez dit... Est-ce qu'il y a eu que de mauvais? Est-ce qu'il y a eu
que de bon. Qu'est-ce que vous en tirez globalement? Non, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Que ce soit avant de rentrer à l'Assemblée nationale, nous ne contentons pas uniquement de faire de la politique, mais nous faisons énormément de solidarité. Moi, j'ai fait énormément d'actions sur le terrain, et quand je retourne voir ces personnes-là, la reconnaissance de ces personnes-là, c'est quelque chose de magnifique. Il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est à l'issue des élections municipales de 2019, parce que vous savez, 2018, on a dit que certains partis ne sont pas allés, donc du coup, est-ce qu'on avait vraiment un poids ou pas? Mais quand je fais les élections municipales de 2019, je m'en sors avec 33 conseillers, et quand on prend le nombre de conseillers, je me retrouve quasiment juste après l'ANC et l'UFC. Ça, c'est des moments très intéressants. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre d'interpellations. Là où les centristes ont montré, à mon sens, pendant les 5 ans, leur importance, c'est qu'à plusieurs reprises, nous avons intervenu sur certains sujets, nous avons un gain de cause, parfois de façon sous la table, sans que pour autant on ne sorte pour se gargariser, pour dire que ben voilà ce qu'on a eu. Moi, je peux vous dire que j'ai intervenu énormément sur des sujets en tant que député, parfois vraiment en interpellant les gens, les ministres directement, et j'ai résolu ces problèmes-là. Ça fait partie de ce qui me rend particulièrement heureux, parce qu'il y a des situations qui étaient parfois très compliquées, et sur lesquelles on a intervenu, on a réussi à arrêter peut-être la situation, on a réussi à améliorer, on a réussi même parfois à avoir des financements pour régler certains problèmes. Oui, ça fait partie des choses pour lesquelles je suis particulièrement heureux, et que personne ne m'enlèvera le plaisir d'avoir fait ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a aussi des choses, oui, pour lesquelles vous devriez pouvoir avoir des positions que vous n'avez pas eues, que vous regrettez par la suite? Oui, en réalité, à partir du moment où nous n'avions pas beaucoup de poids, dans un premier temps, vous savez, dès 2012, nous sommes rentrés dans la coalition arc-en-ciel, parce qu'on se disait qu'en étant ensemble, on allait pouvoir faire les choses, changer les choses de l'intérieur. Et malheureusement, cette expérience n'a pas été concluante, que ce soit au niveau de la coalition arc-en-ciel ou bien que ce soit au niveau de CAP. Donc, je regrette par exemple d'avoir perdu un peu de temps dans ces regroupements-là. Et je pense que peut-être en 2014, il y avait peut-être une possibilité de mieux faire les choses, parce que c'est l'année là où j'ai senti que le pouvoir était prêt. Si on avait fait les réformes en ce moment, le pouvoir était prêt à les appliquer. 2014. Ça n'a pas marché, parce qu'en 2014, on avait la possibilité d'obtenir, au lieu d'attendre 5 ans, on avait la possibilité d'obtenir les élections à 2 tours, la limitation de mandat. Il y avait toujours ce problème de en aucun cas qui a fait que tout a capoté. Je pense que on aurait gagné beaucoup de choses si on avait fait la réforme en 2014. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui étaient à l'époque avec le pouvoir. Il y avait une vraie volonté. On a raté cette occasion. Et puis, je dois aussi dire que l'union de l'opposition n'a jamais réussi à se faire. Parfois, on nous a dit oui, vous êtes aussi responsable de... Mais on aurait pu peut-être aussi en 2014 faire une très belle union de l'opposition, comme on le voit dans certains pays. Mais bon, ça fait partie des choses qui datent. Aujourd'hui, l'opposition a fait du chemin, le pouvoir aussi. L'opposition, relativement, les gens pensent qu'elle s'est affaiblie, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, il y a juste 5 représentants de cette opposition à l'Assemblée nationale. Et le pouvoir s'est renforcé, c'est ce que beaucoup disent. C'est vrai aussi que le pouvoir de 108 députés à l'Assemblée nationale... 98% de la... De manière générale, avec le recul, quels sont vos constats? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche plus? Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la politique, c'est que les gens pour qui nous nous battons sont les fossoyeurs de nos engagements. Dans la préfecture de Lavagnon, on avait 314 bureaux de vote, et j'ai quasiment doublé dans les 314 bureaux de vote des délégués et des représentants pour être sûr d'avoir au minimum ce que je voulais, m'assurer d'avoir les résultats. Et s'ils sont contre moi, je tire le leçon. Je peux vous dire que plus de la moitié des délégués n'ont pas répondu. Je m'étais assuré que tous aient un numéro de téléphone, et que juste à la fin du scrutin, qu'on puisse les appeler. J'avais mis en place une équipe qui était chargée de collecter les résultats d'abord au niveau du téléphone. J'avais d'autres collecteurs qui devaient passer sur le terrain, ramasser les PV. Mais je peux vous dire que plus de la moitié, environ 200 personnes n'ont pas répondu. C'est-à-dire que les gens qui sont
je parle de plus de 50% de taux de pauvreté. Donc les gens qui aujourd'hui vivent dans la précarité et qui normalement devaient être les personnes qui devaient défendre les votes, accompagner les partis de l'opposition pour qu'il y ait alternance, mais ce sont les gens-là qui accompagnent le parti au pouvoir. À partir de ce moment, vous savez, on dit la démocratie, c'est le choix du peuple par le peuple pour le peuple. Mais si vous avez une partie de ce peuple-là qui ne joue pas le jeu ou bien qui se laisse lâcher facilement, mais ça sert à quoi de continuer à faire le travail? C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas le parti au pouvoir. Le vrai problème, c'est les gens qui sont supposés nous accompagner pour faire en sorte que la vérité des urnes soit réelle et qui en réalité, ne jouent pas le jeu. Je l'ai dit, j'ai des PV que j'ai mis en sécurité. Quand je serai vieux, je vais écrire mes mémoires. J'ai des PV où vous avez nombre d'inscrits, 350. Nombre de votants, 350. Unir, 350. Et sur ce truc-là, vous avez la signature de votre représentant. Ça veut dire que lui-même, non seulement il n'a pas voté, mais lui-même, il sait que ce n'est pas physiquement possible que dans un bureau de vote, on ait 350 inscrits et 350 votants. Parce que d'abord, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont voyagé. Et pendant ce temps-là, dans la même région, parfois même dans le même village, vous avez dans le bureau de vote d'à côté, un taux de participation de 30%. Vous comprenez? Donc, en réalité, ce qui est désespérant, c'est que le peuple pour lequel, une partie du peuple, il ne faut pas que je confonde, une partie du peuple qui est dans la précarité, pour lequel on se bat, en réalité ne comprend pas le pouvoir qu'il a de pouvoir accompagner un processus électoral. Comment vous faites? Vous prenez les gens qui vont être payés par la CENI. Donc, autrefois, on disait qu'on ne paye pas les gens, ils vont être payés par la CENI. Ils vont dans le bureau de vote, ils votent, et à la fin, ils mettent 100% et ils signent. Vous faites comment? Ça veut dire que la propre personne qui est dans le bureau de vote, qui n'a pas voté pour son parti. Le vrai problème est là. Sinon, bon, maintenant, après, on va dire que chacun essaie de trouver les moyens pour se maintenir au pouvoir. C'est le cas, à la limite, je n'en veux pas particulièrement à ceux, même si on déplore le manque de fair play, à ceux qui font en sorte que les résultats sont comme ça. Mais c'est les gens. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent, il faut qu'il y ait des citoyens qui comprennent le sens du droit de vote. Ce que vous venez de décrire là, oui. Ce n'est pas la première fois que vous le dites, mais curieusement, les partis politiques qui sont sur le terrain depuis des années font de la sensibilisation. Un certain nombre d'acteurs qui sont sur le terrain et représentent ces partis politiques se sont engagés pour ces partis politiques. Bah oui. Mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est lunaire. Mais c'est lunaire. Moi, j'ai des gens même que je connais physiquement certains ont fait la campagne avec moi du début à la fin et qui étaient tout chauds et qui se sont retrouvés dans des bureaux de vote où on dit net zéro. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que la preuve, c'est le PV. Mais maintenant, si vous avez un PV, que vous n'allez pas prendre un PV à le contester au niveau de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle, alors que sur ce PV-là, il y a la signature de votre représentant. Dans un instant, les auditeurs vous poseront des questions aussi, comme c'est de tradition. Mais avant, et on se rappelle ces conseils-là que vous donniez à ceux qui veulent s'engager en politique. Et vous le dites, si je me trompe, à cette époque, vous aviez dit que s'il faudrait s'engager, ce que vous ne conseillez pas forcément, s'il faudrait s'engager, il faut s'engager du côté du parti au pouvoir. Oui, bon, c'est en fait le problème des figures de style. Leur difficulté, c'est que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'il y a. Je sors des élections, je dis aujourd'hui de toute façon, je ne conseille pas un jeune, et je continue à le dire, je ne connaîtrais pas un jeune de s'engager en politique. Je me suis engagé en politique en étant relativement jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont suivi, mais quand je regarde les résultats, on dit 90% de l'Assemblée nationale aujourd'hui appartient au parti qui est responsable en réalité de tous les problèmes que nous avons, le taux de pauvreté, la précarité, l'absence d'emploi et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut considérer donc que quelque part le peuple togolais est masochiste. C'est-à-dire qu'il vote pour les gens qui sont responsables de la situation dans laquelle ils vivent. Donc à partir de ce moment-là, quel est l'intérêt de dire à quelqu'un, j'ai dit en 15 ans j'ai dépensé près de 200 millions. J'ai une petite maison, je dors dans la maison que j'ai conçue quand j'étais lieutenant. J'aurais peut-être, avec cet argent-là, conçu une très belle maison, confortable, investi peut-être 100 millions dans mes affaires et je serais tranquille. Donc je dis, je ne conseille pas, dans la situation actuelle, avec le paradigme qui est actuel là, je ne conseille pas d'engager en politique. Maintenant, si vous voulez rentrer dans un parti politique qui gagne, allez dans Uni, parce qu'il n'y a que Uni qui gagne. C'est ce que je dis. Je dis, je ne vous conseille pas parce qu'en réalité, vous allez vous perdre. Mais si vous voulez absolument gagner,
98%, 108 députés sur 113. Si vous voulez gagner, ben allez là-bas. Là, le seul endroit où vous avez une chance de gagner, c'est là-bas. Le reste, là, vous allez perdre votre temps, vous allez le casser la gueule. Et ça sert à rien. C'est ce que j'ai dit même à tous mes collaborateurs. Peut-être que le paradigme va changer entre-temps, j'en sais rien. Moi, j'en appelle à une 6e République en disant il faut qu'on revienne à aujourd'hui, vous vous rendez compte que parfois, je suis certain même que vous appelez des hommes politiques à venir peut-être ici qui hésitent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un climat anxiogène. Les gens se posent des questions. Est-ce que les belles libertés d'expression que le Togo a eu pendant des années, est-ce que ces libertés d'expression existent encore? Est-ce qu'elle n'est pas mise en défi? Est-ce qu'elle n'est pas mise en chose? Donc, aujourd'hui, on est dans un climat qui n'est pas... Moi, on aurait eu ce climat-là en 2012, je ne serais pas rentré en politique, ça c'est clair. Donc, aujourd'hui, beaucoup de questions se posent. Donc si un jour le paradigme change, moi je me souviens en 2012, tu pouvais aller sur n'importe quelle chaîne et dire ce que tu pensais. Combien de fois on n'a pas créé président d'émission ici sans rien avoir. Aujourd'hui la question, est-ce que si tu dis ça, est-ce que on va pas interpréter mais en fait, les gens demandent que le président démissionne. Mais si on vous dit vous avez remise en cause des institutions de la République. Il ne faut pas exagérer aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, est-ce que si vous créez des présidents de mission et on vous dit que c'est remise en cause des institutions de la République? Parce que c'est aussi, ça peut être aussi considéré comme une infraction. Donc c'est la... Ancien député à l'Assemblée nationale, auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Oui, Basile, comment vous allez? Ok, Basile, vous êtes à l'antenne, on vous écoute, Basile. Salut, Jerry Tama. Bonjour, Basile. Monsieur Jerry Tama. Oh, Jerry Tama, ça me va. Mais non, mais ça va bien, il y a le nom de famille qui est là-bas. C'est le nom, le prénom, Basile, comme ça, vous pouvez dire Basile comme... Il n'y a pas de problème, Basile, vous pouvez continuer. D'accord. Je salue vraiment tout ce qu'il a développé jusque-là. Bon, moi, je vais lui poser une question ou deux. Quand ils viennent comme ça en politique, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là, il est dans 60 ans, sur les pieds. Et quand ils viennent comme ça, quand on leur dit de vous unir, vous faites un poids à celui-là. Et ce n'est que ça que celui-là aussi peut craindre. Il n'y a pas autre chose. Ici, on n'a pas opté pour la rébellion armée. Ce n'est que quand vous êtes nombreux dans un truc comme ça, que celui-là va obtempérer. Qu'est-ce qu'il les fait? Moi, je suis centriste, moi, je suis radical, moi, je suis modéré. Qu'est-ce qu'il les fait? C'est-à-dire, cette différente voix-là, qu'est-ce qui leur donne cette envie d'avoir cette différente voix-là? Merci, Basile, pour... Oui, je pense que je peux revenir, mais ça m'est très important. Ok, nous c'est noté, Basile. Après Basile, on va essayer le deuxième auditeur. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, Pelé. Oui. Si Pelé n'avait pas à appeler, j'allais dire qu'il y a un problème. Pelé, on vous écoute. Ok, bon. Merci, monsieur Gelsama. Vous nous manquez en politique, dans la position, vous nous manquez. Parce que franchement, parce que vous savez ma position avec votre position, c'est le corps dans la pilote. Parce que je vous ai dit que votre poste que vous jouez dans le cycle de la politique togolaise ne peut pas. Vous ne pouvez pas être au milieu du terrain. Vous devez être attaquant et le gauche. Là, on peut jouer ensemble. Quand vous jouez le milieu, que vous êtes senti balancer à gauche, balancer à droite, ça ne peut pas. Parce que comment vous allez faire le constat de voir ce qui se passe. Maintenant, la question que moi je voudrais vous poser. Si elle vous donne une opportunité aujourd'hui d'être un président de la commission de loi pour écrire une loi de soutien pour le Togo, vous allez écrire quoi pour avoir un texte fondamental adéquat pour le Togo. Merci. Bien, merci Pelé. Après Pelé, on va insérer notre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Véro. Oui, c'est...
C'est Gérard. Gérard, on vous écoute, Gérard. Je salue M. Deritama. Bonjour, monsieur Gérard. Ouais. Oh non, c'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Parce que moi, depuis un moment, je ne me crois plus au parti politique au Togo. Et bon, vu les élections des maires de cette semaine-là, ça porte à croire que nous retournons vers le parti unique. Et aujourd'hui, ceux qui vous avaient critiqué en ce temps, comme quoi vous êtes proche du pouvoir, vous allez, on voit clairement que ce sont ces partis-là, plutôt, qui cohabitent et qui veulent que le régime dure. Donc, je vous remercie pour vos explications parce que la politique togolaise, j'ai l'impression que vous luttez pour des gens. C'est-à-dire, on le dit souvent, on cherche le bonheur du Togolais malgré lui. C'est-à-dire que vous luttez pour des gens, mais finalement, ceux-là, pour qui vous luttez, ne sont pas aussi conscients que ça. Donc, je vous remercie. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à porter encore une autre voix à part ce que vous avez fait en temps? Vous avez maintenant fait la politique. Et est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a par exemple des jeunes qui vous regardent pour adopter une autre position face au pouvoir, est-ce que vous êtes prêts à revenir encore en politique? Deuxième question. Les activités que vous faites aujourd'hui là, bon, est-ce que ça vous rapporte? Est-ce que vous êtes content dedans? Merci. Merci Gérard. On va permettre à notre invité de répondre à la question de Basile porte sur l'union de l'opposition ou l'unicité d'action au niveau de l'opposition. Non, en fait, il y a peut-être une mauvaise lecture. L'union de l'opposition a été réalisée à plusieurs reprises. Autour de Boba Keitani, je ne sais pas, c'est en 2005. Autour de... Non, c'est en 2003. En 2003, voilà, l'union de l'opposition. On a eu en 2010 l'union de l'opposition. Je me souviens même Kofi Nyamnian était le porte-parole après avoir été écarté. Même en 2015, il y a une union de l'opposition. En fait, il y a toujours eu l'union de l'opposition. On a eu au moins 4 ou 5 fois on a eu de l'union de l'opposition. Il y a toujours eu un ou deux partis qui n'étaient pas dans le regroupement. Mais l'union de l'opposition, chaque fois que l'opposition s'est sortie avec 35%, 30%, ça a toujours été autour d'une union de l'opposition. Donc, c'est une chimère que de dire qu'il n'y a pas eu d'union de l'opposition. On a tenté à plusieurs reprises des unions de l'opposition, ça n'a rien donné, c'est tout. Il faut comprendre que ceux qui sont en face sont dans une approche inclusive et qui fait que, en fait, même les unions de l'opposition n'ont jamais rien donné, tout simplement. La question de Pelé sur la loi fondamentale, si vous êtes demandé de réécrire une loi fondamentale, quelle va être la quintessence de cette loi-là? Non, la loi que nous avons amendée en 2019 était une très bonne loi qui avait, je l'ai dit, qui réglait 2 contentieux, les élections à 2 tours, la limitation de mandat, et qui avait ajouté un élément qui était fondateur, c'était la protection des présidents sortants, parce qu'on comprend aussi que parfois les présidents sortants hésitent et se disent qu'est-ce qui va se passer, et donc on avait introduit le fait que tous les présidents sortants étaient sénateurs à vie, pour inciter les présidents sortants justement à sortir. Donc pour moi aujourd'hui, et c'est une constitution qu'on n'a pas mis à l'épreuve, on ne l'a jamais testé. On l'a jamais testé, on l'a voté en 99 et puis en 2004. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, on ne l'a pas mise à l'épreuve. En 2004, elle est partie. La révision de 2024. En 2024, cette révision-là avait un gros avantage que j'ai été le seul et le seul à l'appliquer, c'est la possibilité donnée au président des institutions de saisir la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai saisi la Cour constitutionnelle à 2 reprises. La première reprise a échappé à tous les journalistes, mais j'ai saisi la Cour constitutionnelle à 2 reprises en ma qualité de président du groupe parlementaire. Donc, pour moi, c'était l'une des meilleures constitutions. Si aujourd'hui je dis qu'il faut revenir à la constitution de 2012 et de 92, parce que c'était toujours la constitution de 92, c'est de revenir à cette mouture-là, la mettre en l'épreuve sur une génération 20 ans. Et après, voir si elle a des insuffisances. Hein, on a mis en place une constitution, on ne l'a pas expérimentée, on ne sait pas pourquoi on a changé. Et c'est toujours la même assemblée qui l'a changé. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas. La question de Gérard, revenir en politique, est-ce que
c'est possible. Hein. Non, moi, société civile, là, c'est parce que je suis pris vraiment par les activités professionnelles. Non, je vais créer un truc de société civile, une association sur la loi de 1901. Et puis, on peut intervenir sur des questions de liberté, de justice et de développement à travers la société civile. On peut contribuer au travail de son pays sans forcément par la politique. Vu que maintenant, pour moi, je dis que l'alternance politique, si on est dans le même paradigme, ça va être difficile. Oui, on peut par la société civile. J'aurais dû créer l'association depuis longtemps, mais bon, pour le moment, je vends les portes et les fauteuils. Justement, pour les portes et les fenêtres que vous vendez là, est-ce que cela vous rapporte? J'arrive à payer la main de mes 22 gars, donc c'est ça. Maintenant, pour le moment, une entreprise ne devient réellement rentable qu'au bout d'1 ou 2 années, et même pour 3 années pour certaines. Donc, pour le moment, c'est de réussir à faire face aux charges courantes, et puis après, on verra. J'ai l'avantage d'habiter chez moi, donc j'ai l'avantage d'avoir une partie de la menuiserie qui est sur un terrain qui m'appartient, donc les charges locatives baissent suffisamment, donc voilà, ça va. Le téléphone à nouveau avec les auditeurs qui nous écoutent. Allô, bonjour, auditeur. Oui. Frédéric, on vous écoute. Ok, bonjour monsieur Thierry Tamar. Parfait. Bonjour Frédéric. Monsieur Thierry Tamar, sincèrement, c'est à vous écoutant, c'est comme s'il y a une expression qui dit qu'on nous dit à quoi les jours. Sincèrement, est-ce que les Togolais sont la politique, on fait la hermétique? Si vous nous développez ça, c'est une bonne émission. On va parler de haine entre-temps par rapport à votre... ça, c'est pas le peuple togolais, c'est une affaire interne. Allô? Après Frédéric, je crois que nous allons essayer notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Basile? Oui, c'est Basile, je reviens. Ok. Bon, je peux parler? Mais allez-y, Basile. Parce que le président a répondu, j'ai écouté ça, mais en ces 2 mots, on choisit toujours le moindre. Je pense que c'est l'unicité d'action là, seule, qui peut faire la paix. Mais il y a beaucoup parmi vous, la situation, quand ça y est, comme nous sommes là, ils tirent leur compte là-dedans, et ils ne veulent jamais cette unicité-là. Tu vas les voir, ils posent des conditions. Si c'est avec tel là, moi je ne veux pas être avec lui, je ne veux pas être avec ça. Pendant ce temps, il lutte pour être député, il lutte pour être maire. Bon, ça là, c'est ce que le peuple cherche ou bien c'est quoi? On veut une alternance dans le pays. Il y a longtemps qu'on a su qu'eux, ils ne veulent pas d'alternance. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire une unicité d'action, quelles que soient les conditions? Que quelqu'un avait tué ta maman ou pas, ce n'est pas un problème quand même. Basile, Oui. mais comment est-ce que, par exemple, on peut forcer les gens à être unis si les gens ne veulent pas être ensemble? Mais qui dit qu'il faut forcer les gens? Oui, mais... Moi, j'ai dit... Mais chaque dimanche, Basile, vous posez la même question chaque dimanche aux acteurs qui passent ici. Et chaque dimanche, ils vous disent qu'ils travaillent pour l'unité ou l'union de l'opposition. Je vais le répondre. Mais ils n'ont pas le faire, on va voir d'abord. Celui qui ne peut pas enlever lui seul n'a qu'à être là pour faire ce que lui peut faire, on va voir. C'est noté, Basile. Basile, c'est noté votre proposition. Il insiste sur l'interaction. Allô? Oui. Bonjour. Oui, c'est Félix qui veut dire. Oui. Bon, je vais demander encore, honorable, est-ce que avec cette cinquième république-là, avec là, faire le combat, vous voulez le combattre, si le combat, quelle est votre position ici? Parce que vous avez vous imprimez tout le parti politique et devenir politique civil. Est-ce que vous allez combattre la cinquième république pour qu'elle vive, pour qu'elle devienne quoi? Pour qu'on change la république, de passer à la quatrième, monter à la sixième république. Pélé, vous savez que Jerry, il n'est plus sur la scène politique, vous savez. Il peut donner ça.
société civile qui peut faire le forcément les partis politiques ne sont pas là. On va lui donner la parole, il va vous répondre. Il va vous répondre. Est-ce que nous allons pouvoir mettre un quatrième? Non. Donc, allez-y. Non, pour M. Basile, en réalité, le seul moment où on devrait apprécier l'envie de se mettre ensemble des partis politiques, c'est si on avait mis en œuvre cette révision constitutionnelle qu'on a faite. Parce que qu'est-ce qui se passe dans tous les pays où on a les élections à 2 tours? Au premier tour, chacun va. On ne va pas obliger, comme tu viens de le dire, on ne va pas obliger les gens à se mettre ensemble. Au premier tour, chacun va, travaille dans son secteur. Et puis celui qui passe au deuxième tour, mais les autres se mettent derrière lui. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de sondage. C'est pas comme chez les Blancs, on dit que bon, telle personne a la certitude qu'il a 5% de l'électorat, 10% de l'électorat, donc moi j'en ai 15, toi tu en as 5, donc ben, viens m'accompagner. Donc nous allons dans l'inconnu. Logiquement, si on avait laissé la révision, ou bien si on n'avait pas modifié l'ancienne constitution en l'année 2000, ben, la seule chose qui aurait été logique, c'était de faire en sorte que on ait au premier tour, chacun y va, et au deuxième tour, comme on l'a vu au Bénin, comme on l'a vu dans beaucoup de pays, ben, au deuxième tour, celui qui a soutenir, les autres le soutiennent. Si on s'était retrouvé dans cette situation et que quelqu'un refuse de soutenir le candidat de l'opposition, oui. Parce que vous avez des partis politiques, je le répète encore, on n'a pas de sondage. Comment je vais décider d'accompagner telle personne? Parce que sur le terrain, on a toujours l'impression qu'on est fort. Donc, pour moi, aujourd'hui, la seule façon de faire l'union de l'opposition, c'est d'avoir des élections à 2 tours. Au deuxième tour, l'union va se faire derrière le candidat qui se maintient, tout simplement. La question de Pelé sur la 5e République, si éventuellement vous arrivez à créer votre association, que feriez-vous? Non, je dis aujourd'hui, on ne peut pas revenir à la 4e République. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut passer à une 6e République le plus rapidement possible et faire en sorte que les éléments de la dernière révision y figurent. Maintenant, rien n'empêche qu'on amende et qu'on ajoute d'autres éléments. C'est toujours une occasion. Nous, vous savez, sur la révision de mai 2019, nous avions fait au moins j'avais fait 9 propositions, il y en a 7 ou 6 qui ont été retenues. Donc il y a des choses qu'on peut améliorer, bien entendu. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut sortir de la 5e République. L'un des premiers handicaps de la 5e République, on s'est rendu compte que les partis politiques de l'opposition ont disparu. Est-ce que c'est bien d'avoir un pays comme le nôtre où les partis politiques ont quasiment disparu? Où il n'y a plus de voix discordantes? Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous n'avez même plus de groupe parlementaire, on n'a jamais eu ça. Vous n'avez pas d'opposants dans le bureau. Donc en réalité aujourd'hui on a une politique sclérosée où nous sommes dans un parti unique de fait. Est-ce que c'est bien pour notre pays? J'en sais rien, moi j'ai quitté la scène. Mais est-ce que c'est bien pour la vitalité, pour les espérances? L'homme se nourrit d'espérance. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui doivent pouvoir se dire, écoutez, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais peut-être devenir maire, je vais peut-être devenir député, je vais peut-être devenir ça, en portant mon identité, en apportant ma singularité, en apportant ma contribution, en n'étant pas non plus dans un ensemble monolithique où les gens ne brillent pas par leur liberté d'expression. Donc aujourd'hui, la question c'est de savoir où est-ce que nous voulons aller. Est-ce que nous voulons aller renforcer les acquis de la démocratie de 91 en disant pluralité, diversité et les libertés d'engagement, ou alors nous voulons rester dans cet ensemble qu'il y a aujourd'hui où plus personne ne parle, où plus personne n'ose parler. La question c'est ça, c'est aujourd'hui moi je dis, nos dirigeants doivent pouvoir revenir vers le peuple pour leur dire, voilà ce que je veux. Parce que, qu'on le veut ou non, démocratie et développement économique vont de pair. Surtout dans des pays comme les nôtres qui ont très peu de ressources, les investissements directs étrangers sont le poumon de l'économie. Mais quand vous êtes dans un pays où vous avez tous les éléments que je viens de citer, est-ce que ça encourage les investissements directs étrangers? J'en sais rien, mais je pose des questions. Donc la question c'est que comment est-ce qu'on fait que pour demain pouvoir atteindre des taux de pauvreté qui sont de 15 à 10%, faire en sorte que on a dit 70 à 80 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Faire en sorte que la moitié soit absorbée. Parce que les questions en réalité, moi je dis, à la limite je m'en fous de savoir qui est au pouvoir. Si les jeunes trouvent de l'emploi, si les gens ne payent pas le gaz très cher, si les gens ne payent pas l'essence très cher, si les gens trouvent un toit, si les gens trouvent un travail décent, à la limite on s'en fout de savoir qui est au pouvoir. Mais tant que ces questions-là ne sont pas respectées, on est obligé de se poser des questions.
Vous posez des questions là, moi je vois devant moi une question et la personne veut savoir pourquoi est-ce que vous êtes devenu extrémiste. Je ne sais pas si vous êtes devenu extrémiste, mais c'est la question qu'il pose. Il dit, vous qui avez été centriste, pourquoi est-ce que vous êtes devenu subitement extrémiste? La question est d'un certain Gabriel. Pour que je sois extrémiste, il faudrait que j'aie une responsabilité politique, j'en ai pas. Donc aujourd'hui, je m'exprime beaucoup plus, comme je l'ai dit, comme un citoyen. Les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la gestion de la cité, mais je ne suis pas... Est-ce que c'est un extrémiste qui vous parle depuis qu'on est là? Non. Peut-être que il a pris peut-être l'émission un peu sur le tard, sinon non, je n'ai pas changé ma position, hein, je le dis. Aujourd'hui, nous sommes dans une 5e république de fait qui n'est pas à contester puisqu'elle a été validée par la Cour constitutionnelle. Bien, merci. Il y a Razak Bolossou qui dit qu'il nous appelle et qu'on ne décroche pas. On va décrocher. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph. Bonjour, monsieur Razak. C'est Joseph. Ah, Joseph. Monsieur Yéritama, je vous ai suivi avec vraiment beaucoup d'intérêt. Évidemment, permettez-moi de vous poser. C'est très mauvais de s'adonner à l'attention ou bien au boycott, mais chercher un vrai résultat. Alors tout ce que vous avez dit, c'est très vrai parce qu'être un acteur politique n'est pas chose aisée. Gérer des gens, c'est pas du tout facile. Alors, tous ceux qui gèrent de la matière sur les acteurs politiques, ils prennent un peu de la retenue. Et affaire de sécurité république, on est dedans. On est en train de la combattre, mais on est dedans, on doit devoir faire avec d'abord. Si on doit aller à la présidence république, ça doit d'abord passer par l'Assemblée. L'Assemblée, c'est par les votes. Ce n'est pas en s'assurant qu'on va avoir des députés qui changeront la Constitution. La Constitution ne se change pas dans la rue. Donc, on commence par changer leur perception de la chose. Sans une réelle implication en politique de volet, on sera toujours statu-quo détourné en rond. Bien, merci Donatien pour votre passage dans le D12. Après Donatien, un autre auditeur, allô? Oui, allô? Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Razak. Oui, Razak. Oui. Bonjour monsieur Thierry. Bonjour monsieur Razak. Moi j'aimerais que nous revenons sur certains faits, certains événements qui ont capoté notre lutte, surtout les événements de 2017-2018. Les gens disent faites l'union. Quand le leader de l'opposition, M. Jean-Pierre Favre, a appelé ses frères pour qu'on fasse la C14, nous avons vu comment les choses se sont passées et pourquoi nous sommes tombés. Aujourd'hui, il faut que tous les acteurs de l'époque puissent tirer des leçons de ce qui a fait capoter la lutte de notre camp. Quand nous comprenons, nous tirons des leçons, nous pourrions inventer l'avenir. De ce fait, en 2018, la C14 a boycotté les législatives. Mais je sais que vous, c'est le NET et le parti MPDD de Feu Akpeoume sont allés à cette élection et ont siégé à l'Assemblée. Et c'est pas après qu'on a écrit les lois de la restriction de l'espace civique des libertés d'association. Est-ce que vous avez participé à cette loi afin que cette loi advienne dans notre politique? Moi, c'est la question que j'aimerais vous poser. Parce qu'aujourd'hui, cette loi fait ombrage à la démocratie. Merci. Maintenant, ceux qui parlent de boycott, ceux qui parlent de 5e République, comment pouvons-nous combattre la 5e République? Comment pouvons-nous combattre les fautes si nous n'allons pas au combat démocratique? Nous avons pour devoir, nous les politiques, de former, de dire la vérité aux citoyens par rapport au processus démocratique. La décentralisation, comment ça se passe? Comment les trucs se passent? Il faut que nous disions la vérité au peuple. C'est important. Cher ami Razak. Merci beaucoup. Allô? Oui. Oui, vous êtes un acteur politique? Je suis un leader d'opinion. Ok. Ok, c'est noté, cher ami Razak. On va retourner à notre invité, en commençant par l'intervention de Joseph. Il a dit votre rôle dans l'affaiblissement de l'opposition. Oui, mais bon, ça c'est un truc, c'est une ancienne que j'entends régulièrement. Deux choses. La première, c'est qu'en 2018, nous n'étions pas de la C14.
la C14 a décidé de ne pas participer aux élections. Nous avions accompagné les manifestations de la C14 jusqu'à un certain moment. Et donc, nous avons participé aux élections en n'étant pas supposés suivre un mot d'ordre d'un regroupement de partis politiques qui n'avait pas pensé aussi peut-être nous consulter et nous associer à la décision. Mais il y a un détail que les gens oublient, c'est qu'en 2019, tous les partis qui ont appelé au boycott des élections législatives ont participé aux élections municipales dans les mêmes conditions avec la même CENI. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous rendre coupables ou responsables d'avoir participé aux élections en 2018, alors qu'une année plus tard, sans que rien n'ait changé, c'est-à-dire que ni la composition de la CENI, ni la loi portant au code électoral, sans que rien n'ait changé, les mêmes partis ont participé aux élections municipales. Donc en réalité, s'il faut tenir des gens responsables, il faudra prendre en place toute la classe politique de l'opposition. Parce que ça, les gens ne prennent pas suffisamment ça en compte. Si les gens étaient restés dans leur posture, je rappelle même que la C14 a participé aux élections de 2019 en tant que C14, sans l'ANC qui avait quitté certains autres partis. Donc, cet argument ne tient pas. Deuxième élément, c'est que l'opposition tout entière qui a participé aux élections en 2018 faisait 14. Nous, on avait 3 députés. Il faut la majorité, une bonne partie des lois, la majorité simple, ça fait 46 députés pour prendre une décision. Donc toutes les lois qui ont été prises pendant les 5 ans n'avaient aucune chance d'être modifiées, retoquées par les 14 députés de président de l'Assemblée nationale. Et je rappelle que pendant toute cette période, le seul groupe parlementaire qui a voté pour un certain nombre de lois contre, qui a fait des amendements pour un certain nombre de lois, c'est le groupe parlementaire NET-PDP. Les autres ont toujours accompagné la politique du gouvernement sans coup férir. Les autres, c'est qui? Les autres partis de l'opposition, à savoir l'UFC, qui est, qu'on le veut ou non, dans un accord politique depuis 2010 avec le parti au pouvoir, et le MPDD comme le MRC à l'époque. Nous avons, quand vous regardez les archives de l'Assemblée nationale, le seul groupe parlementaire qui a contesté, voté contre un certain nombre de lois. C'est même pour ça qu'on m'a traité de buveur de lait. C'est le groupe parlementaire NET-PDP. Donatien, lui, n'a pas posé de question. Razak, la loi sur la liberté, la restriction de liberté, il dit quelle est votre responsabilité ou la part de votre responsabilité dans l'adoption de cette loi? D'abord, c'est qu'il n'y a pas eu une seule modification. Il y a eu, pendant les 5 ans là, au moins 4 modifications de la loi. Et elle était déjà assez restrictive avant que nous rentrions à l'Assemblée nationale, puisque il y a eu déjà des limitations de certain nombre de libertés jusqu'en 2018, donc nous on n'y était pas. Et quand nous sommes rentrés, on a encore serré le coup de cette loi. Mais je peux vous dire, sans forcément rentrer dans les détails, le nombre de choses qu'on a sauvées. Je me souviens, la première mouture sur les heures de manifestation, c'était 11h, 17h. On avait dit les heures auxquelles on peut manifester, c'est 11h, 17h. On a bataillé, ferroyé jusqu'à ce qu'on a finalement ramené ça de 8h à, je pense, du 9h actuellement. Je me souviens, c'est juste un élément que je vais donner. Je me souviens qu'il y avait une disposition qui disait les manifestations sont interdites au lendemain des scrutins qui se passent. Je dis, écoutez, vous n'allez pas, la plupart du temps, vous nous tapez, vous nous chicotez lors des élections. Et vous n'allez pas, en ce mois-là, interdire même les gens de manifester pour protester contre les résultats. Et cette année-là a été sortie. Donc, pour dire, oui, nous avons été à l'Assemblée nationale pendant que c'est ce corpus de modification. Nous avons pu parfois sauver des éléments qui étaient très, très compliqués, mais avec 3 députés, vous pensez bien qu'on ne peut pas... Le constat aujourd'hui est qu'il est de plus en plus difficile pour les acteurs politiques de manifester. Nous allons quand même dire quelques mots de l'actualité, puisque l'actualité cette semaine, sont ces élections qui ont eu lieu dans les différentes communes, les 117 communes du Togo. Sans doute que vous avez de loin quand même regardé. Non, je suis. Oui, un premier commentaire sur tout ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez vu. C'est ce que je vous dis, que ça rejoint ce que j'ai... Mon propos en quittant la politique. Aujourd'hui, nous sommes, quand vous regardez la nature des maires,
ben, nous sommes dans un comme on dit, dans un parti unique de fait. C'est-à-dire qu'on a, je ne sais pas, j'ai pas la proportion exacte, mais on est largement au-dessus de 90% des maires pour le parti au pouvoir. Est-ce que c'est positif? J'en sais rien, mais moi j'ai toujours dit, vous savez, on avait mis en place le comité national de suivi de la décentralisation qui n'a jamais siégé. En réalité, on doit pouvoir faire un audit de 6 ans de décentralisation pour savoir est-ce que le paysage du développement endogène a changé. Moi je ne pense pas. Aujourd'hui, il faudra me montrer une seule commune où les choses ont changé parce que on a mis en place la décentralisation. Donc la question qu'on aurait dû faire même avant de lancer cette deuxième phase de décentralisation, c'est de savoir est-ce que les choses ont changé. Vous avez dit une chose dans votre introduction qui est réelle. Les maires n'ont pas de réelle autonomie, ils vivent quasiment sous tutelle et ils n'ont pas de ressources financières. Donc aujourd'hui, il faut essayer de voir par quel mécanisme les communes vont avoir des ressources financières, dont une bonne partie n'ont aucun moyen de taxation, surtout à l'intérieur du pays. Les gens, c'est pas les moutons, on ne va pas taxer sur les moutons et les chèvres. Donc, aujourd'hui, il faut d'abord faire le point de ça, et puis à partir de là, voilà. Donc, moi, mon analyse, c'est que ce que j'avais dit est vrai, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un système où, si vous voulez faire la politique, vous avez répété ma question. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que si quelqu'un a envie de faire la politique et peut-être avoir un pôle de maire ou de maire adjoint, il fallait aller dans le parti au pouvoir. On a fait 6 ans et vous dites là qu'il fallait faire un audit, il fallait faire un bilan, il fallait regarder ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché avant de commencer la nouvelle expérience. On ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant puisque ces maires-là viennent d'être élus? Bon, moi, je suis peut-être, quelqu'un disait tout à l'heure que sur Radical, je suis peut-être très pessimiste, je n'ai pas l'impression que les choses vont changer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je vous ai parlé du Conseil national de suivi de la décentralisation, qui était un très bel ensemble qui devait suivre exactement et faire des recommandations. Qu'est-ce qui a empêché que pendant les 6 ans, on ne le tienne pas et qu'est-ce qui va faire qu'on le mette en place aujourd'hui? C'est ça la question. Pendant les 6 ans, on avait tous les moyens pour mettre en place le Conseil national de suivi de la décentralisation, on ne l'a pas fait. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que pendant les 6 ans qui arrivent, là, on le fasse? Je suis plutôt pessimiste. J'ai l'impression que j'ai souvent dit que le Togo est une démocratie de façade. Au fait, on met en place les organismes pour parfois aussi faire un clin d'œil à nos partenaires financiers. Mais sur le fond, on reste dans un système de conservation du pouvoir, tout simplement. Vous dénoncez depuis le début de cette émission l'affaiblissement de l'opposition. Vous dites même qu'on est revenu de fait dans un état à parti unique. Mais en quoi, par exemple, cette faiblesse de l'opposition et cette force du pouvoir en place peut éventuellement aider à ce que le pays se développe? Non, en réalité, vous savez, pendant longtemps, on a dit c'est à cause je parle de nos amis, comme je les appelle, les voisins d'en face. Souvent, on a dit c'est parce que les opposants ont fait ça, ils ont appelé à la rupture de la coopération, ils font des manifestations, tout ça, c'est pour ça que ça ne marche pas. Là, maintenant, c'est fini, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que là, tous les leviers du pouvoir sont dans les mains d'un seul parti politique. Si c'était l'opposition qui était un obstacle, normalement ça devait pouvoir marcher. Donc, à la limite, ce qu'on peut dire que l'intérêt peut-être de la situation qu'on a actuellement, on ne peut plus prendre un bouc émissaire, on dit que c'est l'opposition. Longtemps on a dit ouais, c'est vos marches qui ont fait que les gens ne viennent pas investir dans le pays. Depuis une dizaine d'années, de toute façon, on n'a quasiment plus de marche. Donc là, tous les leviers sont dans les mains d'un seul parti. Et s'ils ont la capacité réellement de développer le pays, ils doivent au moins peut-être cette fois-ci le prouver. Maintenant, je ne suis pas Cassandre non plus. Peut-être que dans 5 ans, on va regarder le pays, on va dire waouh. Comme aujourd'hui, quand on regarde un peu le Bénin, j'ai eu le ministre Doucet qui a dit dans un rare instant de lucidité que quand on regarde le Bénin aujourd'hui, on ne le reconnaît pas, il a changé en un rien de temps. J'espère que d'ici 5 ans, il dira la même chose du Togo. Quand on parle de lucidité? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, quand vous regardez les indicateurs du Togo et les indicateurs des pays qui sont tout autour, nous sommes dans le rouge dans beaucoup d'indicateurs. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, mais en fait, vous voulez dire que il perd la lucidité? Non, j'ai dit dans un rare moment de lucidité, lui-même il reconnaît qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Bénin, vous ne pouvez pas le comparer à notre pays d'abord et vous ne pouvez pas le comparer à ce que le Bénin était il y a 5 ans. Donc pour vous, quand il dit par exemple que le pays va mieux, donc il est dans l'exagération? Mais bien sûr, il est dans l'exagération. Nous vivons dans le pays là. On vit dans le pays, c'est-à-dire que bon, après maintenant c'est facile d'aller à l'ONU dire que tout va bien, mais on est dans le pays.
Moi, je suis aujourd'hui un petit chef d'entreprise. Je reçois une dizaine de demandes même des gens qui n'ont jamais tenu J'ai eu tout récemment un jeune homme qui est venu, il dit, lui veut le travail. Je dis, tu es menuisier? Il dit oui. Il dit, envoyez-le. Il a dû dire à mes gars, honnêtement, je ne suis pas menuisier, je cherche du boulot, quoi. Aujourd'hui, je le dis, on a 30, 80 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et comment est-ce qu'on les absorbe, vu que la fonction publique est plus ou moins saturée? Sur la liberté de manifester au Togo, vous aviez dit tantôt aussi qu'il est difficile pour les partis politiques d'organiser des manifestations. Les toutes dernières manifestations qui ont été organisées, qui sont des manifestations non autorisées, ont porté le sceau du M66, ce mouvement qui s'est révélé aux Togolais depuis quelques mois maintenant. Quel est votre regard sur ce que ce mouvement fait? Non, vous savez, la nature est hors du vide. À partir du moment où les partis politiques, d'abord, ne peuvent pas manifester, ne peuvent quasiment rien faire, voilà, il y a eu des jeunes qui ne sont pas forcément des gens qui étaient appelés à faire de la politique. Pour certains, c'est des musiciens, pour d'autres personnes, c'est des blogueurs qui ont lancé un mouvement parce que justement la nature a horreur du vide. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'une bonne partie, les 90%, voire même les 100% de ces gens-là sont à l'étranger. Ça devait nous interpeller quelque part. Ça veut dire que en réalité, s'ils étaient au pays, peut-être qu'ils n'auraient pas eu la même liberté. Mais je trouve que c'est des jeunes qui sont courageux, qui sont engagés. Et leur action reste limitée d'un côté parce qu'ils sont hors du pays, et de l'autre côté, c'est qu'il faut une solution politique. Moi, je trouve que les jeunes des partis politiques aujourd'hui doivent reprendre la relève parce que moi, j'ai 50 ans, je considère que je suis un vieux politicien. Il faut que les jeunes dans la vingtaine, dans la quarantaine et dans la trentaine prennent le devant des partis politiques. On le voit dans beaucoup d'autres pays et réécrivent une autre histoire. Aujourd'hui, moi, je suis à la retraite, je considère que j'ai fait ma part en 15 ans. Il faut que des jeunes viennent écrire une autre histoire et apportent d'autres solutions parce que moi je les suis sur les réseaux sociaux, leur réponse n'est pas encore une réponse politique parce que c'est pas le job. Aujourd'hui, si on remet à ces jeunes-là tout à l'heure, M. Pelé parlait de constitution, si on leur remet une constitution pour dire qu'est-ce que vous proposez, ils ne peuvent pas parce que c'est pas le job, c'est pas leur manquer de respect, hein, mais c'est pas leur boulot. Donc il faut qu'on ait une réponse certes on va dire activiste, mais il faut que derrière aussi il y ait une réponse politique. Il faut qu'il y ait des gens qui sont des spécialistes de la politique qui peuvent pouvoir faire des propositions concrètes sur le terrain. Le M66, en réalité, pour un certain nombre d'acteurs ou d'observateurs, c'était une surprise, mais les surprises, il y en a eu beaucoup ces derniers mois au Togo, notamment par exemple les engagements publics de l'artiste Amron ou encore de l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Nyakade, qui a été même arrêtée. Sur ces deux personnalités-là, un commentaire? Oui, ils sont très courageux. Amron a fait preuve d'un courage extraordinaire. Madame Nyakade, que je connais aussi, Amron que je connais, ils ont fait preuve de courage extraordinaire. Quand je vous parlais d'un climat anxiogène, c'est ça. C'est qu'en réalité, c'est que si on se retrouve dans une situation où dès que vous dites des choses qui autrefois se disaient facilement, mais vous vous retrouvez en prise avec la justice. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le territoire réfléchissent à 3 reprises avant de parler, avant de s'exprimer. Hein, j'ai écouté tout récemment la CNDH qui dit les mesures que le procureur a présentées, c'était uniquement les contenus ici dont il s'agissait. C'était des contenus qui visaient la vie privée. Mais il n'en reste pas moins que, je l'ai dit, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Qu'est-ce qui va se passer? Madame Nyakade, c'est comme une ancienne ministre. Si une ancienne ministre se retrouve aujourd'hui en détention? Non seulement en détention, mais en truc avec la justice, parce qu'elle a tenu un certain nombre de propos. Ça, c'est comme une personne haut placée. Comment est-ce que moi, le mécanicien, le menuisier, le jeune étudiant, comment est-ce que je vais être traité? Donc, c'est ce climat anxiogène-là qui est là aujourd'hui et qui pose sérieusement beaucoup de problèmes sur notre vivre ensemble. Il nous reste 1 minute. Vous prenez 45 secondes pour conclure. Bon, d'abord, c'est que je suis heureux de repartager le plateau avec vous. Je suis heureux aussi que tous ceux qui me connaissent et qui ont aujourd'hui des besoins dans le domaine de l'immobilier me contactent. Je suis heureux aussi je remercie tous ceux qui ont intervenu. Merci pour vos témoignages. Et mon dernier message, c'est faisons en sorte que le peuple se réconcilie. Aujourd'hui, on doit se reparler, on ne se parle pas. Que se réconcilie et qu'on